Un homme riche s'est déguisé en mendiant pour trouver une épouse, et toutes les belles femmes l'ont rejeté. Toutes, sauf la plus laide et méprisée du village. Quand il a révélé qui il était vraiment, les belles sont revenues en implorant une chance, mais c'était trop tard. Cette histoire s'est passée dans la France médiévale et cache une vérité si brutale sur les relations que la plupart des gens préfèrent faire semblant qu'elles n'existent pas. Tu connais ce rejet qui t'a détruit? Cette personne qui t'a repoussé et tu as pleuré pendant des semaines? Je vais te prouver, dans les prochaines minutes, que c'était l'univers qui te sauvait d'un destin pire que la solitude. On grandit en croyant qu'être choisi c'est bien et être rejeté c'est mal. Mais si je te disais que tu as mesuré ta valeur avec la mauvaise règle? Il y a des gens qui vont fermer cette vidéo avec colère parce que la vérité que je vais révéler détruit le fantasme confortable qu'on t'a vendu sur l'amour, sur ta propre valeur, sur le type de personne que tu devrais vouloir dans ta vie. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi la femme la plus rejetée de ce village était, en réalité, la seule qui méritait d'être avec lui, et pourquoi cela change tout sur qui tu penses être. Le comte Henri de Montfort était un homme marqué par la douleur, de celle qu'on ne voit pas de l'extérieur mais qui corrode de l'intérieur comme la rouille sur du métal noble. Veuf depuis 2 ans, il errait dans les couloirs vides de son château à Avignon comme un fantôme de lui-même, portant le poids d'une absence qu'aucune fortune ne pourrait combler. La cour, cependant, ne comprend pas le deuil quand il y a un patrimoine en jeu. Les conseillers chuchotaient dans les coins, les dames de la noblesse envoyaient des regards calculés, et même le roi en personne suggéra qu'il était temps pour Henri de trouver une nouvelle comtesse. Mais chaque fois qu'il regardait les prétendantes qui défilaient dans ses salons, vêtues de soie très chère et de sourires encore plus chers, quelque chose en lui criait que tout cela était du théâtre mal répété. C'était comme s'il pouvait voir à travers les masques parfumés et n'apercevoir que l'éclat froid des pièces d'or se reflétant dans leurs yeux. Sa défunte épouse, Isabelle, n'avait pas été comme ça, elle l'avait aimé quand il n'était que le 2e fils, celui qui n'hériterait d'aucun titre, celui qui pourrait très bien finir sa vie comme simple chevalier. Isabelle riait de ses blagues sans grâce, tenait sa main lors des promenades dans les bois même quand ses mains étaient sales de bout des chasses, et jamais, au grand jamais, ne demanda combien d'or il y avait dans les coffres de la famille. Maintenant, entouré de femmes qui savaient exactement combien de terres il possédait avant même de connaître son nom complet, Henri sentait une révolte grandir dans sa poitrine comme un incendie dans de la paille sèche. Il ne voulait pas être aimé pour ses propriétés, pour son titre, pour ses connexions avec la couronne, il voulait être aimé comme Henri, l'homme qui se réveillait à l'aube pour voir le lever du soleil, qui aimait le vin bon marché et les conversations profondes. Mais comment séparer le bon grain de l'ivraie quand toutes semblaient si intéressées par sa récolte? Ce fut lors d'une nuit d'insomnie, observant la pleine lune par la fenêtre de sa chambre, qu'une idée folle commença à germer dans l'esprit du comte, une idée si absurde qu'il rit seul dans l'obscurité, puis devint sérieux, puis rit à nouveau, jusqu'à réaliser que peut-être ce n'était pas si absurde. Si les femmes ne voyaient que le comte, elles ne verraient jamais l'homme. S'il se présentait sans le manteau de la noblesse, sans le poids du nom de famille, sans l'éclat de l'or, qui, en fait, verrait une quelconque valeur en lui? La question le hanta le reste de la nuit comme un fantôme têtu qui refuse de partir. Henri de Montfort, l'un des hommes les plus puissants de la région, était sur le point de faire quelque chose que ses ancêtres considéreraient comme une folie complète. Mais pour un homme fatigué d'être aimé pour les mauvaises raisons, la folie commençait à avoir plus de sens que toute la sagesse de la cour. Et c'est ainsi, entre les ombres de cette nuit sans sommeil, que naquit Pierre, le paysan qui n'existait pas, mais qui révélerait des vérités que le comte ne découvrirait jamais autrement. La transformation d'Henri de Montfort en Pierre, le paysan, fut plus que d'échanger de beaux vêtements contre des haillons, ce fut se dépouiller de tout ce qui le définissait aux yeux du monde. Un matin gris, il descendit jusqu'au quartier des serviteurs, choisit les vêtements les plus usés qu'il trouva, s'habilla seul pour la première fois depuis des années, et se regarda dans le miroir jusqu'à ne plus reconnaître le comte que tous révéraient. Les mains calleuses de celui qui s'entraîne à l'escrime semblaient maintenant des mains de celui qui travaille la terre,
le visage marqué par l'âge gagna une autre histoire quand encadré par un tissu rustique, et les yeux qui commandaient des armées reflétaient maintenant seulement un homme ordinaire cherchant du travail. Il ne dit rien à personne au château, seulement à son fidèle écuyer Marcel, qui jura le secret sous peine de mort. Mais pas la mort physique, mais la mort de la confiance, qui pour les hommes honorables pèse plus lourd que n'importe quelle épée. Henri savait qu'il risquait tout, sa réputation, sa position, peut-être même sa vie si quelqu'un avec de mauvaises intentions découvrait la supercherie. Mais il y avait quelque chose de libérateur à marcher sur les routes poussiéreuses sans que personne ne s'incline, sans que personne ne chuchote son nom avec révérence ou peur. Pierre était invisible de la manière qu'Henri ne pourrait jamais être. Il passait par les villages, s'asseyait dans les tavernes bruyantes, écoutait des conversations qui n'auraient jamais lieu en présence d'un noble. C'est ainsi qu'il commença à observer les vraies femmes, pas celles figées par les protocoles de la cour, mais celles qui riaient trop fort, qui travaillaient trop dur, qui vivaient des vies trop réelles pour s'inquiéter de feindre la perfection. Il pensait que ce serait facile, que l'une d'elles verrait au-delà des vêtements usés et verrait l'homme de valeur caché là. Après tout, il avait de l'humour, avait des histoires intéressantes, avait cette manière éduquée qui trahissait son origine noble à chaque mot bien placé. Comme il se trompait. La première femme que Pierre aborda fut Marie, fille du forgeron, aux yeux verts qui brillaient comme des émeraudes même sous la suie de la forge. Il offrit son aide pour porter du bois, entama une conversation sur le temps, risqua même un compliment timide sur la manière dont elle maniait le marteau avec dextérité. Elle regarda ses vêtements déchirés, ses bottes trouées, et détourna le visage avec un sourire en coin qui disait tout sans avoir besoin de mots. La deuxième fut Geneviève, de la famille de commerçants, qu'il rencontra au marché essayant de vendre des tissus chers à des dames qui marchandaient sans pitié. Quand Pierre s'approcha pour admirer une broderie, elle le poussa littéralement en disant que les gens sales chassent les bons clients. L'une après l'autre, les femmes de la région montraient à Henri une vérité amère qu'il soupçonnait mais n'avait jamais prouvée. Sans le titre, sans les terres, sans les pièces tintant dans la poche, il n'existait tout simplement pas. Et la partie la plus douloureuse n'était pas le rejet en soi, mais réaliser que peut-être, juste peut-être, il aurait fait la même chose si les rôles étaient inversés. Jugeait-il aussi trop par les apparences, par les valeurs qui valaient peu? Les semaines suivantes furent une leçon d'humiliation qu'aucun maître de la cour n'aurait jamais pu enseigner au comte Henri. Pierre, le paysan, découvrit dans sa peau ce que signifie n'être rien aux yeux de ceux qui ne voient qu'à travers le filtre de la convenance. Il fut chassé des fêtes de village pour ne pas avoir de vin à offrir, fut ignoré dans les cercles de conversation parce que son opinion ne venait pas accompagnée de pièces, fut littéralement poussé par un groupe de femmes quand il essaya de se joindre à la danse sur la place principale. Chaque nom faisait moins mal par l'orgueil blessé que par la constatation cruelle que lui, Henri de Montfort, n'aurait probablement jamais été aimé pour lui-même s'il n'était pas né dans un berceau d'or. L'un des rejets les plus amers vint de Claudette, jeune et belle veuve qu'il pensait serait différente pour connaître aussi la douleur de la perte. Quand Pierre mentionna qu'il comprenait sa solitude, elle rit à son visage et dit que un paysan ne comprend rien à la vraie perte, parce qu'il n'a jamais eu rien à perdre. Les mots furent comme une gifle qui brûla pendant des jours. Il y eut des moments où Henri pensa abandonner, arracher ses vêtements maudits et retourner à son château, à son confort, aux mensonges dorés qui au moins réchauffaient les nuits froides. Mais quelque chose de têtu en lui, peut-être le même esprit qui fit de lui un chevalier intrépide dans les batailles, insistait pour continuer, pour se prouver à lui-même qu'il y avait, quelque part dans ce monde cruel, une âme qui verrait au-delà de la surface. Il commença à fréquenter des villages plus éloignés, des endroits où personne ne connaissait le comte de Montfort même de nom, où il n'était qu'un visage fatigué de plus cherchant du travail, qui sait, de la compagnie. Ce fut dans l'un de ces villages, appelé Pont-sur-Loire, qu'il rencontra Béatrice, une couturière habile qui semblait prometteuse. Elle conversa avec Pierre pendant presque une heure, rit de ses histoires, accepta même une invitation à marcher au bord de la rivière. Henri sentit son cœur s'accélérer, pensa qu'il avait finalement trouvé ce qu'il cherchait, jusqu'à ce qu'elle demande, avec cette voix douce qui ne correspondait pas à la question. «
Et toi, Pierre, as-tu des économies de côté? Prévois-tu d'avoir ton propre bout de terre un jour? Quand il répondit honnêtement que non, qu'il vivait du travail manuel au jour le jour, son sourire se flétrit comme une fleur sans eau et la conversation mourut la même. À chaque rejet, Henri notait mentalement non seulement la douleur, mais le schéma, toutes, absolument toutes, posait les mêmes questions sur les possessions, sur l'avenir financier, sur ce qu'il pouvait offrir matériellement. Aucune ne demanda sur ses rêves, ses peurs, ces cicatrices invisibles qui faisaient plus mal que les visibles. Aucune ne voulut savoir ce qui le faisait rire ou pleurer, quel genre de père il serait, quelle valeur il portait dans sa poitrine. C'était comme si l'homme derrière la condition sociale était complètement irrelevant, juste un détail mineur comparé à la taille de la propriété ou au poids de la bourse. Henri atteignit un point bas quand même une mendiante, oui, une femme qui demandait l'aumône à la porte de l'église, refusa sa compagnie en disant que même les pauvres ont des standards, et tu es en dessous du mien. L'ironie était si absurde qu'il éclata de rire seul au milieu de la rue, rit jusqu'à ce que les larmes coulent, sans savoir s'il pleurait de rire ou d'une tristesse trop profonde pour avoir un nom. Mais ce fut justement quand il était sur le point d'accepter que peut-être le véritable amour était vraiment un conte de fées pour illusionner les idiots, qu'une figure discrète croisa son chemin, quelqu'un que tous au village évitaient, quelqu'un qui ne semblait même pas avoir de nom propre dans les conversations des gens, juste cette pauvre fille. Marguerite était le type de femme que les gens regardaient à travers elle, jamais vers elle, comme si elle était un vieux meuble dans le salon, si habituée à que personne ne remarque plus son existence. Elle avait 23 ans mais en paraissait plus à cause de la dureté de la vie, fille d'un agriculteur ruiné qui mourut en ne laissant que des dettes et de la honte, élevée par une tante acariâtre qui la traitait plus comme une servante que comme de la famille. Sa robe était toujours la même, un gris délavé qui fut bleu en des temps meilleurs, ses cheveux châtains restaient attachés en un chignon simple parce qu'elle n'avait ni le temps ni la patience pour des vanités qui ne mettaient pas de pain sur la table. Les femmes du village l'excluaient des cercles de conversation, les hommes ne la considéraient même pas comme option de mariage. Pas parce qu'elle était laide, car elle ne l'était pas, mais parce qu'elle était trop pauvre, sans dot, sans famille de prestige, sans rien qui justifie l'investissement d'un mariage. Marguerite avait une cicatrice au visage, souvenir d'un accident dans l'enfance avec une casserole d'eau bouillante, et cela suffisait pour que tous la traitent comme si elle n'était que cette marque. Comme si une personne pouvait être réduite à un défaut et voilà, affaire classée. Henri, ou plutôt Pierre, la vit pour la première fois portant des seaux d'eau trop lourds pour ses bras fins, titubant sur la route de terre sous le soleil brûlant de midi. Quelque chose dans cette scène le dérangea, peut-être l'indifférence de tous ceux qui passaient près d'elle sans offrir d'aide, peut-être la manière déterminée dont elle refusait de s'arrêter même visiblement épuisée, peut-être le simple fait que lui-même devenait invisible et reconnaissait un égal quand il en voyait un. Il s'approcha et offrit son aide, s'attendant peut-être à un autre rejet pour sa collection croissante de noms, mais Marguerite le regarda simplement avec ses yeux bruns. Fatigué et dit « Si tu offres vraiment et pas pour rire, j'accepte. » Il n'y eut pas de sourire calculé, pas de voix mielleuse, pas cette danse sociale ridicule qu'Henri avait appris à reconnaître, juste une acceptation honnête de quelqu'un qui avait besoin d'aide et n'avait pas de fierté idiote pour refuser. Ils marchèrent en silence jusqu'à sa maison, une masure qui faisait du môme modeste un compliment exagéré. Et quand elle le remercia, il y avait une sincérité là qu'il n'avait pas entendue depuis si longtemps qu'il avait même oublié comment elle sonnait. Les jours suivants, Pierre trouva des excuses pour passer par cette zone, parfois offrant de l'aide pour des travaux lourds, parfois juste échangeant quelques mots sur le climat ou sur la maigre récolte de cette année. Marguerite ne demanda jamais d'où il venait, combien il gagnait, s'il avait des économies ou des projets d'avenir, elle parlait de choses simples, réelles, comme le goût d'un pain bien fait, la beauté d'un oiseau qu'elle avait vu le matin, la difficulté de faire durer le peu jusqu'à la fin du mois. Henri était fasciné par sa capacité à trouver de la joie dans des miettes, à sourire sincèrement pour de petites gentillesses, à ne jamais, au grand jamais, demander quoi que ce soit au-delà de la compagnie.
Il commença à réaliser que la plus rejetée du village était rejetée exactement parce qu'elle ne jouait pas le jeu, elle ne feignait pas d'intérêt là où il n'y en avait pas, ne vendait pas de rêves impossibles, ne mentait pas sur qui elle était pour paraître plus désirable. Marguerite était brutalement authentique de la manière dont seuls ceux qui n'ont rien à perdre peuvent l'être, et cette authenticité effrayait les gens habitués aux masques, de la même manière qu'une lumière forte effraie ceux qui ont vécu trop longtemps dans l'obscurité. Et Henri, le comte déguisé en paysan, était sur le point de découvrir que parfois la personne la plus méprisée porte plus de noblesse dans le cœur que toute la cour réunie. Ce qui impressionnait le plus Henri chez Marguerite n'était pas ce qu'elle faisait, mais comment elle le faisait. Il y avait une dignité silencieuse dans la manière dont elle traitait Pierre, le paysan pauvre et déguenillé, avec le même respect qu'elle donnerait probablement à un roi. Quand il apparaissait fatigué du travail manuel qu'il feignait de faire, elle partageait le peu de pain qu'elle avait, le coupant toujours en deux avec soin pour que les portions soient égales, ne prenant jamais la plus grosse partie pour elle. Elle écoutait ces histoires inventées sur une vie de paysan sans jamais interrompre avec ce regard ennuyé qu'Henri voyait chez les femmes de la cour quand quelqu'un disait quelque chose qui ne les intéressait pas directement. Marguerite riait de ces mauvaises blagues avec un rire sincère qui venait de l'intérieur. Pas ce petit rire social calculé pour plaire et manipuler, elle trouvait vraiment ça drôle, et cela donnait envie à Henri de raconter plus d'histoires juste pour entendre ce son. Il n'y avait pas de seconde intention dans tout ce qu'elle faisait, pas cette danse de séduction artificielle où chaque geste est mesuré et pesé comme de l'or, elle était simplement elle, et c'était à la fois rafraîchissant et terrifiant pour un homme habitué au jeu de pouvoir. Un jour particulièrement chaud, quand Pierre aidait Marguerite à réparer le toit troué de sa masure, il laissa délibérément tomber quelques pièces de sa poche. Pas beaucoup, juste quelques-unes qu'un paysan aurait pu économiser avec beaucoup d'efforts. C'était un test cruel, il le savait, mais il devait savoir. Changerait-elle si elle voyait qu'il avait, même peu, quelque chose ? Marguerite ramassa les pièces du sol, nettoya la poussière avec soin et les lui rendit en disant « Fais attention, Pierre, tu as trop travaillé dur pour ça pour le perdre bêtement. » Il n'y eut pas cet éclat dans les yeux, pas de changement dans le ton de la voix, pas de suggestion subtile sur comment il pourrait dépenser cet argent avec elle, juste la préoccupation sincère de quelqu'un qui connaissait la valeur de la sueur et ne voulait pas voir la sueur d'autrui gaspillée. Henri eut honte de son propre test, mais en même temps une certitude croissante qu'il avait trouvé quelque chose de plus rare que n'importe quel bijou dans ses coffres, quelqu'un qui mesurait la valeur avec d'autres pièces que celles en or. Les semaines se transformèrent en mois et Pierre devint une présence constante dans la vie simple de Marguerite. Ils travaillaient ensemble, mangeaient ensemble les repas pauvres qu'elle préparait avec des ingrédients humbles mais assaisonnés par quelqu'un qui cuisine avec amour, marchaient ensemble sur les sentiers du village où personne ne les remarquait parce que tous deux étaient des personnes de rien aux yeux du monde. Ce fut dans ces moments qu'Henri découvrit des détails sur elle qui le brisaient de l'intérieur. Marguerite s'occupait d'une voisine malade sans rien demander, partageait sa nourriture avec des enfants affamés, même quand elle avait à peine pour elle, ne parlait jamais mal de personne, même des gens qui la traitaient avec mépris. Elle avait une bonté qui n'était pas le fruit d'une éducation raffinée ou d'une doctrine religieuse apprise par cœur, mais cette bonté brute qui naît de l'empathie véritable de celui qui a connu la douleur et ne veut pas que d'autres ressentent la même chose. Et le plus surprenant, elle ne se plaignit jamais, pas une seule fois, de son propre sort, ne se fit jamais victime, ne demanda jamais pitié, elle vivait simplement, avec une résilience qui faisait paraître les problèmes d'Henri comme des caprices d'enfants gâtés. C'était comme s'il avait passé toute sa vie à manger dans des assiettes d'or sans réaliser qu'il avait faim, et maintenant, mangeant du pain dur avec Marguerite, il se sentait finalement vraiment nourri. La décision de révéler la vérité ne vint pas d'un moment grandiose ou planifié, mais d'une urgence qui grandissait dans la poitrine d'Henri comme un cri coincé dans la gorge qui ne pouvait plus être contenu. Cela faisait presque 6 mois qu'il vivait comme Pierre, 6 mois à partager des miettes et récolter des richesses émotionnelles que tout son or n'avait jamais achetées, 6 mois à tomber amoureux d'une femme qu'il aimait en pensant qu'il n'avait absolument rien à offrir au-delà de lui-même. La culpabilité commença à peser.
pas la culpabilité de tromper Marguerite sur son identité, mais la culpabilité qu'elle méritait de savoir que l'homme qu'elle avait choisi était, aux yeux du monde, quelqu'un d'important, et que ce choix était encore plus précieux pour avoir été fait en l'absence de tout incentive matériel. Une nuit de pleine lune, alors qu'ils marchaient sur la rive de la rivière où ils avaient l'habitude de converser jusqu'à tard, Henri sentit que s'il ne parlait pas à ce moment, le mensonge grandirait tellement qu'il étoufferait la vérité pour toujours. Il arrêta de marcher, tint ses mains calleuses dans les siennes également calleuses par le travail fin, et dit les mots qui changeraient tout. « Marguerite, je dois te dire qui je suis vraiment, et j'espère que tu pourras me pardonner d'avoir caché cela. » La confession sortit précipitamment, mélangeant excuses et explications, peur et espoir. Henri raconta le deuil, la pression pour se marier, les femmes intéressées, le plan fou de se déguiser, chaque rejet qu'il subit, comment il trouva en elle tout ce qu'il cherchait sans savoir vraiment ce qu'il cherchait. Marguerite écouta tout en silence, son visage éclairé par la lune ne révélant aucune émotion claire, et ce silence effraya Henri plus que n'importe quel cri aurait pu l'effrayer. Quand il termina enfin de parler, épuisé comme un soldat après la bataille, elle resta à regarder la rivière pendant de longues minutes qui semblèrent des heures, et Henri se prépara pour le rejet final, le seul qui ferait vraiment mal, se prépara à entendre qu'elle se sentait trompée, utilisée, humiliée d'être tombée amoureuse d'un mensonge. Mais Marguerite avait une sagesse que les livres de la bibliothèque du château n'enseignaient pas, une compréhension des choses qui venait d'un endroit plus profond que la raison. Elle se tourna vers lui avec des larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de colère, c'était quelque chose qu'Henri ne pouvait pas bien identifier, quelque chose entre soulagement et tristesse mélangée. « Je savais, dit-elle, et ces deux mots tombèrent comme des pierres dans un lac silencieux, créant des vagues qui bouleversèrent toutes les certitudes d'Henri. Elle expliqua qu'aucun paysan ordinaire n'avait cette posture, ce vocabulaire, cette manière de parler qui trahissait une éducation raffinée même en essayant de la cacher. Elle s'en doutait depuis le début mais n'a jamais rien dit parce que cela n'importait pas, parce qu'elle n'était pas là pour les vêtements qu'il portait mais pour l'homme qui habitait dedans. Pierre ou Henri, peu importe le nom, continua-t-elle avec cette voix ferme qu'il apprit à aimer, tu es la même personne qui a partagé du pain avec moi, qui a réparé mon toit, qui m'a fait rire quand je pensais avoir oublié comment. Marguerite n'était pas en colère pour le mensonge, elle était triste parce que maintenant tout changerait, parce qu'Henri de Montfort, comte d'Avignon, ne pourrait pas continuer à vivre dans cette masure qui tombait en ruine, ne pourrait pas continuer à être Pierre pour toujours. Et elle savait que le monde ne permettrait pas qu'un noble épouse la femme la plus méprisée du village sans conséquence. La révélation qu'Henri imagina résoudrait tout ne fit en réalité qu'ouvrir grand un nouveau problème. Comment faire en sorte que deux mondes si différents se rencontrent sans que l'un ne détruise l'autre? La nouvelle se répandit dans le village avec la vitesse d'un incendie dans une grange sèche. Le paysan Pierre était en réalité le comte Henri de Montfort, l'un des hommes les plus riches et puissants de la région, et il courtisait Marguerite, cette pauvre fille sans dot et sans avenir que personne ne voulait. Les mêmes femmes qui tournèrent le visage à Pierre commencèrent soudainement à apparaître à la masure de Marguerite avec des excuses éculées et des sourires forcés, apportant des cadeaux qu'elle n'avait jamais apportés avant, offrant une amitié qu'elle n'avait jamais offerte en 23 ans. Marie, la fille du forgeron qui l'avait poussée avec dédain, frappait maintenant à la porte en disant qu'elle avait toujours trouvé Pierre un homme intéressant et que malheureusement elle ne l'avait pas reconnu ce jour-là. Geneviève, la commerçante qui l'avait appelée sale, apparut avec des tissus chers en cadeau disant qu'elle les avait gardés spécialement en pensant à Marguerite, un mensonge si évident que même les enfants en riraient. Béatrice, celle qui avait demandé sur les économies et disparu quand elle découvrit qu'il n'y en avait pas, envoya un message par des tiers disant qu'elle avait peut-être agi avec précipitation et qu'elle aimerait une seconde chance pour mieux connaître le comte. C'était pathétique, révoltant et en même temps prévisible. Henri observait de loin, caché, voyant le vrai visage de l'humanité se révéler comme de la peinture bon marché sous la pluie. Mais le pire n'était pas les femmes ordinaires du village, c'était celles de la haute société qui, en apprenant que le comte avait finalement choisi une prétendante,
sortirent de leur manoir et château pour rencontrer la chanceuse. Lady Céline du Beaumont, riche veuve qui avait rejeté Pierre sans même bien le regarder lors d'une fête de village, arrivait maintenant en carrosse dorée au village, habillée comme si elle allait rencontrer la reine, déclarant à haute voix qu'elle avait toujours admiré le bon cœur du comte Henri et que Marguerite était certainement une fille chanceuse. Elle essaya, avec toute la subtilité venimeuse que la noblesse maîtrise, de planter des graines de doute chez Marguerite. « Chérie, es-tu sûre d'être prête pour la vie à la cour? Les responsabilités d'une comtesse sont immenses, peut-être quelqu'un avec plus d'expérience serait plus approprié. » La baronne Vivienne, qui avait littéralement fait retirer Pierre d'une réception par ses gardes pour paraître inapproprié, envoyait maintenant des invitations à des dîners et insinuait que le comte mérite quelqu'un de noble naissance. Mais s'il insiste, au moins elle pourrait recevoir une formation appropriée dans ma propriété. Elle ne venait pas en paix, elle venait avec des griffes aiguisées cachées dans des gants de soie, essayant de séparer le couple, au minimum, de s'insérer dans l'histoire comme personnages importants du récit. Henri observa tout cela avec un mélange de dégoût et de fascination morbide. C'était comme regarder des cafards sortir des trous quand la lumière s'allume, courant désespérément non pour fuir mais pour attraper les miettes qu'il méprisait avant. Il pensa à confronter chacune d'elles, à leur jeter à la figure à quel point elles étaient superficielles, vides, pathétiques dans leur avidité mal déguisée en préoccupation ou amitié. Mais Marguerite, avec cette sagesse simple qu'il apprit à révérer, tint son bras et dit « Laisse-les parler, laisse-les essayer. Si on répond, on descend à leur niveau, et je ne veux pas salir mes pieds en descendant là où je n'ai pas besoin de marcher. » Elle avait raison, bien sûr, mais Henri voulait faire une chose, juste une, rendre très clair, pour toutes ces femmes qu'il avait rejetées quand il était personne, qu'elles avaient perdu non seulement un comte, mais la chance de connaître l'homme derrière le titre. Il planifie quelque chose que toute la cour commenterait pendant des générations, une annonce publique, un événement, une déclaration qui ne laisserait aucun doute sur son choix et sur le caractère de celle qu'il avait choisie en retour. Et pendant que les fausses amies de Marguerite essayaient de s'approcher comme des hyènes encerclant une proie blessée, Henri préparait le moment où il montrerait au monde entier que la femme la plus rejetée du village était, en réalité, la seule digne de son amour. Henri de Montfort n'était pas homme à faire les choses à moitié. S'il allait épouser Marguerite, ce serait de la manière la plus publique et impactante possible, non par ostentation, mais pour laisser une leçon gravée dans la pierre de l'histoire. Il organisa un banquet dans la grande salle de son château, invitant toute la noblesse de la région, tous les habitants du village, tous ceux qui un jour avaient rejeté Pierre et tous ceux qui maintenant rampaient essayant de lécher les miettes de son attention. Toute la cour se présenta, bien sûr, curieux de voir la paysanne chanceuse qui avait capturé le cœur du comte, anxieux de juger chacun de ses gestes, chaque mot mal prononcé, chaque signe qu'elle n'était pas à la hauteur. Marguerite arriva simple comme toujours, sans bijoux empruntés ni robe exagérée. Henri insista pour qu'elle vienne exactement comme elle était, et elle vint avec une robe modeste mais propre, cheveux attachés comme d'habitude, la cicatrice sur le visage visible pour qui voulait la voir. Les chuchotements commencèrent avant même qu'elle ne franchisse la porte. « C'est elle. Je pensais qu'elle serait plus belle. Le comte est devenu complètement fou. » Henri entendit chaque commentaire venimeux et le garda en mémoire comme qui garde des munitions pour la bataille à venir. Quand tous furent réunis, coupe de vin dans les mains et sourire faux sur les visages, Henri se leva et demanda le silence, le type de silence qu'un comte obtient avec juste un regard, le type qui fait que même les serviteurs arrêtent de respirer fort. Il commença à parler, non avec la voix de noble habitué à commander, mais avec la voix d'homme qui vécut dans sa peau ce que peu de la noblesse oserait expérimenter. « J'ai passé des mois déguisé en paysan, dit-il, et toute la salle s'étouffa collectivement. Et pendant ce temps j'ai appris plus sur le caractère humain que j'ai appris dans toute ma vie à la cour. » Henri raconta tout, chaque rejet, chaque regard de dédain, chaque porte fermée au visage, et pointa chaque femme qu'il avait rejetée, les appelant par leur nom, décrivant exactement ce que chacune dit ou fit quand il était juste Pierre. Marie pâlit,
Geneviève essaya de sortir discrètement mais les gardes bloquèrent les portes. Béatrice fit semblant de s'évanouir et personne n'y crut. L'humiliation publique était calculée, cruelle même, mais Henri ne faisait pas cela par vengeance mesquine, il le faisait pour que personne, jamais, ne puisse dire que Marguerite ne méritait pas d'être là. Cette femme, dit Henri en pointant Marguerite qui restait debout, digne malgré les regards de centaines de personnes, fut la seule qui me vit quand je n'avais rien à offrir au-delà de moi-même. Il raconta chaque gentillesse d'elle, chaque pain partagé, chaque rire sincère, chaque moment de bonté qu'elle démontra sans rien attendre en retour. Pendant que vous mesuriez ma valeur par l'or dans la poche, elle mesurait par le contenu de mon caractère. Pendant que vous calculiez des avantages, elle offrait de la compagnie. Pendant que vous tourniez le visage, elle tendait la main. La voix d'Henri tremblait non de nervosité mais d'émotion contenue, et il s'agenouilla, un comte agenouillé devant une paysanne, scène que beaucoup la n'imaginaient jamais voir. Il demanda sa main en mariage la même, devant tous, et quand Marguerite dit oui avec des larmes coulant sur la cicatrice qu'elle n'essaya jamais de cacher, il y eut un silence si profond qu'on pouvait entendre le vent dehors. Henri se leva, baisa sa main, et déclara « La femme que vous appeliez la plus rejetée sera ma comtesse, mon épouse, la mère de mes enfants et la maîtresse de ces terres. Et si quelqu'un ici a un problème avec ça, les portes sont ouvertes pour sortir de ma propriété et ne jamais revenir. » Personne ne sortit, bien sûr, mais personne n'osa plus un seul chuchotement, parce que tous là, nobles et plébéiens, apprirent cette nuit que parfois celui que le monde rejette porte plus de valeur que tous les acceptés réunis, et que le véritable amour ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne se conquiert pas avec des titres ou des terres, il se reconnaît seulement quand il apparaît finalement. Alors voilà, l'histoire du comte Henri et Marguerite n'est pas juste une belle histoire d'amour qui a bien tourné. C'est un miroir qu'on te met en face pour que tu vois une vérité qui fait mal mais qui libère. Chaque personne qui t'a rejeté était, sans le savoir, en train de te protéger de gaspiller des années de ta vie avec quelqu'un qui ne te méritait pas. Maintenant je veux que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses vraiment. Combien de fois t'es-tu humilié en essayant d'être choisi par quelqu'un qui ne t'aimerait que si tu avais plus, si tu étais plus, si tu faisais plus semblant? Combien de nuits as-tu perdu le sommeil à cause de gens qui ne connaissaient même pas ta valeur parce qu'ils étaient trop occupés à mesurer ton prix? Et la question la plus importante, fais-tu encore ça maintenant, à ce moment précis de ta vie? Parce que si tu as pris une heure pour regarder cette histoire et que tu vas sortir d'ici sans changer absolument rien, alors tu n'as rien compris, tu es la Marguerite ou l'Henri de cette histoire, pas les personnes vides qui ne voient que la surface. Arrête de supplier pour être vu par qui est aveugle, arrête de te diminuer pour rentrer dans des espaces petits, arrête de penser que le problème c'est toi quand en réalité le problème c'est que tu brilles dans un endroit plein de gens qui préfèrent l'obscurité. Je veux savoir de toi maintenant, quel fut le rejet qui a le plus fait mal dans ta vie, mais qu'aujourd'hui tu regardes en arrière et tu remercies que ça soit arrivé? Raconte ici dans les commentaires, sans honte, parce que ton histoire peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire pour comprendre qu'il n'est pas seul dans ça. Et si tu connais quelqu'un qui souffre parce qu'il a été rejeté, quelqu'un qui pense ne rien valoir parce qu'il n'a pas été choisi, envoie cette vidéo à cette personne, peut-être que tu la sauveras d'accepter des miettes quand elle mérite le banquet entier. Vas-tu vraiment sortir d'ici et retourner à la même vie, cherchant l'approbation des mêmes personnes qui ne te verront jamais vraiment? Ou auras-tu le courage d'être comme Marguerite, qui n'a pas changé qui elle était pour plaire à personne et justement pour ça fut la seule digne d'être choisie? Si cette vidéo t'a touché, si elle a frappé fort dans la poitrine, si elle t'a fait tout repenser, abonne-toi à cette chaîne maintenant et active la cloche. Parce que chaque semaine j'apporte des histoires vraies qui vont te faire questionner les mensonges confortables qu'on t'a vendus sur la vie, l'amour et le succès. L'algorithme ne montre mon contenu à plus de gens que si tu interagis. Alors laisse ce like, commente, partage, pas pour moi, mais pour les personnes qui ont besoin d'entendre ça et qui ne l'ont pas encore entendu. Et reste connecté parce que dans la prochaine vidéo je vais raconter ce qui est arrivé à ces femmes qui ont rejeté le conte, le prix qu'elles ont payé pour avoir mesuré la valeur avec la mauvaise règle,
Et comment ça se répète jusqu'à aujourd'hui dans la vie de millions de personnes qui pensent faire le bon choix. Ne rate pas ça.